L'impact des fluctuations de l'activité économique sur le marché du travail. Alors, une petite mise au point avant que je fasse ma présentation. Donc, j'ai préparé des diapositives, mais je vous demanderai de ne pas trop faire attention à mes fautes de français parce que j'ai pas rédigé ce que je vais vous dire. Et puis, euh, et puis, moi, vous savez, je suis de basse extraction, donc au niveau de la maîtrise du langage, c'est pas toujours au point. Et donc voilà, alors, ça ne veut pas dire que tous les professeurs de basse extraction sociale ne savent pas parler correctement, mais dans mon cas, bah, il m'arrive de faire des fautes de français. Ah bon. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, notamment pour ceux qui regarderaient cette vidéo et qui ne sont pas mes élèves, c'est que on est en terminale et qu'on n'est pas là pour rentrer non plus dans des choses très très détaillées sur le marché du travail, sur le chômage et l'emploi, et donc que pour certains, ça pourrait sembler très simpliste ou faux. En fait, je suis surtout là pour vulgariser des choses, et si ça intéresse les élèves, enfin, ils étudieront plus tard, plus profondément, ce marché du travail. Alors, dans le cadre du programme de terminale, la question c'est comment l'activité économique peut faire varier la demande de travail des entreprises. En tout cas, ça revient à ça. La véritable question c'est comment les fluctuations de l'activité économique ont-elles un impact sur le chômage. Alors, l'activité économique, ça correspond à la production et aux ventes. Et bien évidemment, il va y avoir un impact des ventes réelles de l'entreprise sur les quantités de travailleurs qu'elle va utiliser. Autrement dit, si on raisonne à l'échelle d'un pays, plus les entreprises réaliseront de ventes, plus elles auront besoin de travailleurs. Moins elles réaliseront de ventes, moins elles auront besoin de travailleurs. Mais souvent en économie, on met l'accent aussi sur les prévisions des acteurs économiques. Et donc, parfois, plutôt que parler de ventes réelles, on pourrait parler de ventes anticipées. Donc, si une entreprise anticipe qu'elle aura moins de travail, enfin, excusez-moi, c'est très mal dit. Si une entreprise anticipe qu'elle aura moins de commandes dans un an, eh ben, est-ce qu'elle ne doit pas entamer des procédures de licenciement, par exemple, tout de suite? Inversement, si vous anticipez que vous allez avoir plus de commandes dans un an, est-ce que vous ne devez pas chercher à embaucher tout de suite? Alors, comment ça se traduit? Alors, on revient, hein, n'oubliez pas, on est dans le cadre d'une réflexion avec un marché tel qu'il est présenté traditionnellement dans la théorie économique. Le prix du travail, c'est le salaire. On a une courbe d'offre de travail qui est croissante, une courbe de demande de travail qui est décroissante, et ça j'ai expliqué pourquoi précédemment. Et puis, il y a cette rencontre de l'offre et de la demande de travail qui détermine une quantité d'équilibre de travail, et cette quantité d'équilibre de travail, elle est fonction du salaire d'équilibre, c'est-à-dire la rémunération qui va satisfaire à la fois le plus de demandeurs de travail, c'est-à-dire les entreprises, et le plus d'offreurs de travail, c'est-à-dire les travailleurs. Mais imaginons que vous anticipiez, vous êtes les entreprises, ou que les entreprises anticipent une augmentation de leurs commandes, c'est-à-dire une amélioration de l'activité économique. Et bien dans ce cas-là, il va falloir plus de travailleurs. Si il faut plus de travailleurs, la quantité échangée de travail sur le marché du travail va augmenter. Et puis, comme les entreprises anticipent une amélioration, par exemple, de leurs résultats, de leurs bénéfices, ou même, imaginons que les entreprises connaissent véritablement une amélioration de leurs résultats, dans ce cas-là, ça fait que la courbe de demande peut se déplacer. Et donc, on va arriver à un nouvel équilibre, ici, hein, pour lequel, effectivement, il va y avoir plus de quantité de facteurs de travail qui va être échangé sur le marché, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le chômage doit diminuer, mais ça se traduit souvent aussi par une augmentation du salaire d'équilibre. Alors vous verrez, peut-être que parfois vous le retrouverez, je déplace mon équilibre, mais peut-être que vous le retrouverez présenté ici avec la situation avant et la situation après, E', voulant désigner le nouvel équilibre. Alors, juste un petit mot pour vous dire que, accessoirement, je suis professeur de sciences économiques et sociales, mais je suis aussi président d'une association d'insertion. J'ai une vingtaine de salariés, et cette association d'insertion, elle fonctionne comme, comme une entreprise. Et effectivement, quand j'ai plus de chantiers,
quand j'ai plus de commandes. D'abord, j'embauche des travailleurs supplémentaires et ensuite, alors, je n'augmente pas le salaire. C'est pour ça que le terme peut être un petit peu mal utilisé ou faux. Il aurait peut-être fallu parler de rémunération. J'augmente pas les salaires parce que mon activité est très fluctuante, mais j'augmente les primes. Et donc, quand il y a une meilleure activité dans mon association, en fin d'année, il y a une distribution de primes. Donc, plus l'activité a été forte, plus ma demande de facteur travail a augmenté, j'ai embauché, et en plus, j'ai versé des primes supplémentaires, ce qui veut dire que, bon, peut-être pas le salaire qui a augmenté, mais c'est la rémunération globale qui a augmenté. Inversement, alors excusez-moi, on n'y est pas encore. Donc, conclusion, lorsque l'activité économique réelle ou anticipée s'améliore, toutes choses égales par ailleurs, hein, vous vous rappelez, on le dit souvent quand on parle des marchés, les quantités demandées de travail sur le marché augmentent. Donc les quantités demandées de travail par les entreprises sur le marché augmentent. Il y a donc une augmentation de l'emploi. Et s'il y a augmentation de l'emploi, bah, mécaniquement, on assiste à une réduction du chômage. Et j'ai ajouté, et j'expliquerai pourquoi en fin de présentation, j'ai ajouté que potentiellement, il peut y avoir une augmentation de la rémunération du travail. Alors maintenant, raisonnons, je veux pas, il va être moins interactif si vous voulez, ou moins dynamique plutôt mon schéma et ma diapositive. Imaginons que il y ait une baisse de l'activité économique, autrement dit qu'il y ait une fluctuation à la baisse, si vous voulez, de l'activité économique. Dans ce cas-là, j'avais une situation de départ qui est symbolisée par l'équilibre E, avec un salaire d'équilibre et puis une quantité d'équilibre. Mais l'activité diminue. Les entreprises ont moins besoin de travailleurs ou anticipent qu'elles auront moins besoin de travailleurs. Bah, qu'est-ce qu'elles font? Bah, d'abord, elles licencient. Alors ça se traduit par un déplacement vers la gauche de ma droite de demande de travail, et puis mécaniquement, ça se traduit par surtout des licenciements, c'est-à-dire un besoin moins important de travailleurs. Mais souvent, vous verrez, quand l'activité est plus basse et quand le chômage augmente, il peut y avoir une baisse dans certains pays des salaires. En France, ça peut arriver, c'est plutôt minimisé, j'en dirai un mot, mais dans d'autres pays beaucoup plus libéraux, il peut y avoir des baisses de salaire. Et puis, entre parenthèses, on en reparlera aussi sur une autre partie qui n'est pas présente donc dans cette vidéo. Il y a même des pays où on peut licencier très facilement et soit on négocie les salaires à la baisse, soit on licencie pour pouvoir embaucher des gens qu'on embauche moins cher. Bon. Et donc, conclusion, quand l'activité diminue et quand les quantités demandées de travail diminuent, toutes choses égales par ailleurs, les quantités donc demandées de travail sur le marché du travail diminuent. Cela se traduit donc par une diminution de l'emploi. Et mécaniquement, cela se traduit par une augmentation du chômage. Et j'ai ajouté, parce que ça pourra avoir son importance, que potentiellement, on assiste à une diminution de la rémunération du travail. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur mon association d'insertion. J'ai des travailleurs permanents dedans, auxquels je peux distribuer des primes. Et bien, quand mon résultat de fin d'année est moins bon, les primes sont moins bonnes. J'ai pas encore fait de primes nulles, mais il y a bien une variation dans la quantité de primes que je verse en fonction de mon activité. Alors la question que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi mettre l'accent sur la rémunération du travail alors que le cours est sur le chômage? Alors c'est vrai, je vous ai montré, si vous avez compris, que quand l'activité est bonne, l'emploi augmente, donc le chômage augmente, le chômage diminue, excusez-moi. Quand l'activité est bonne, l'emploi augmente, donc le chômage diminue. Et quand l'activité n'est pas bonne, l'emploi diminue, donc le chômage augmente. Alors pourquoi parler des salaires? Alors vous allez voir, ça peut être intéressant. Quand il y a une baisse de l'activité, il y a donc une augmentation des licenciements. Et cette augmentation des licenciements, elle a un impact négatif sur la consommation des ménages. Puisque si les gens se retrouvent au chômage, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'en fait, s'ils sont dans un pays comme la France, il y a une indemnité chômage, mais elle ne compense pas totalement la perte de salaire. Donc on consomme moins. Et puis en plus, comme on a peur, on se retient de consommer.
Et puis, d'une manière générale, si le chômage augmente dans un pays, il y a un climat de peur qui s'installe, qui fait que ça a un impact négatif sur la consommation des ménages. Vous verrez, si vous faites quelques recherches, l'INSEE essaie d'évaluer la confiance des ménages, voire la confiance des entreprises, avec des indicateurs de confiance. Mais je reviens sur cette baisse de l'activité. Je vous ai montré aussi que cette baisse de l'activité, elle pouvait se traduire par une baisse de la rémunération du travail. Imaginons que les entreprises, alors soit baissent les salaires, mais imaginons qu'on soit en France, baissent les primes. Si on baisse les primes sur tous les travailleurs, il y a aussi un impact négatif sur la consommation des ménages, puisque les travailleurs ont moins de primes, ont moins de rémunération. Et donc, mécaniquement, quand il y a une baisse de l'activité, cela se traduit négativement sur la baisse de la consommation des ménages, mais cette baisse de la consommation des ménages, en retour, elle va jouer négativement sur l'activité. Donc vous voyez qu'on est dans une sorte de spirale, alors on pourra peut-être utiliser le terme plus tard, on est dans une sorte d'effet pervers, hein, ou de mécanique perverse de la baisse de l'activité sur la consommation qui joue sur la baisse de l'activité, etc. Alors évidemment, on peut avoir le mécanisme inverse. C'est-à-dire que quand il y a une hausse de l'activité, il y a une baisse des licenciements, puisqu'on va embaucher plus. Alors, il y a une baisse des licenciements, et puis en plus, il y a une augmentation de l'embauche. J'aurais peut-être pu améliorer la manière de présenter les choses. Et ça, bah, ça va avoir un impact positif sur la consommation des ménages. Alors, il y a moins de chômeurs, donc ça fait des gens qui consomment plus, et puis il y a une sorte de climat d'euphorie qui fait que bah, on est plus rassuré, plutôt que d'épargner, on va consommer un petit peu plus. Puis en plus, je vous ai montré que quand il y avait une hausse de l'activité, il pouvait y avoir une hausse de la rémunération du travail, hein. Rappelez-vous, je vous ai dit que moi, je versais plus de primes à mes travailleurs. Donc dans ce cas-là, là aussi, il va y avoir un effet positif sur la consommation des ménages. Et donc, bah, tout ça, ça va aussi s'entretenir comme tout à l'heure. C'est-à-dire que bah, cet impact positif sur la consommation des ménages fait que la consommation des ménages augmente, ce qui fait que bah, les entreprises connaissent une hausse de leur activité, et puis comme elles connaissent une hausse de leur activité, bah, soit elles licencient moins, c'est mal formulé, soit elles embauchent plus surtout, et puis en plus il peut encore y avoir une augmentation des salaires et des trucs comme ça. Alors pourquoi je vous montre ça dans ce lien sur les fluctuations économiques et le chômage? Eh bien, vous allez voir ce que ça donne. J'ai fait une petite comparaison du taux de chômage en France et aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, et ce dont on pourra reparler plus tard, c'est qu'en France, bon, il y a ce qui s'appelle des amortisseurs sociaux qui font que quand on perd son emploi, et ben, on peut recevoir, par exemple, une indemnité chômage qui fait que bah, on continue à consommer un petit peu. Et puis, les baisses de salaire, elles sont quand même très, 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 très encadrées en France. Donc, même quand l'activité diminue, on va pas, ça va pas forcément rejaillir très, très négativement sur la rémunération des salariés. Mais après, vous ne faites pas d'illusions, hein, c'est parfaitement possible. Gardez en tête l'exemple des primes que j'ai versées. Euh, Aux États-Unis, alors d'abord, les possibilités de licencier quelqu'un sont beaucoup plus importantes qu'en France. Et puis, même chose avec ces primes, voire les salaires. Alors, rappelez-vous toujours d'une chose, c'est que si on peut licencier plus facilement les gens, par exemple, bah, vous licenciez un de vos travailleurs qui vous coûtait cher pour en embaucher un qui vous coûte moins cher. Alors, c'est pas joli joli, hein, évidemment, mais j'imagine que dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui vous disent: ah bah dis donc, ça vaut le coup, faut peut-être mieux s'installer aux États-Unis. Bon, vous voyez ça avec votre conscience. C'est pas bien ce que je viens de faire. Enfin bon. Alors, regardez bien quelque chose. Ça, c'est l'évolution du taux de chômage en France et aux États-Unis. Alors, bon, d'abord, rappelez-vous, le taux de chômage, hein, c'est le pourcentage de personnes qui recherchent un emploi dans la population active multiplié par 100. Alors, il y a un premier constat, mais qui n'est pas important pour ce cours, mais qui vous saute tout de suite aux yeux, c'est qu'en France, le taux de chômage est beaucoup plus important qu'aux États-Unis. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. En 2008-2009, il y a une crise célèbre qui s'appelle la crise des subprimes, ce que je dis avec mon bel accent. Et regardez bien ce qui se passe en France. On est là, bon, il y a le taux de chômage, il avait baissé un petit peu en 2007, tout ça. D'ailleurs, vous remarquerez hein, que ça avait baissé aussi aux États-Unis. On arrive en 2007, et puis d'un seul coup, il y a la crise qui commence. Que fait l'activité baisse. Les ventes des entreprises baissent. Donc, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Augmentation du chômage. Bon. Et pour certaines raisons qu'on étudiera ensuite,
cette augmentation du chômage, elle perdure après dans le temps. Et puis vous voyez qu'à partir de, on va dire 2015-2016, ça commence à diminuer. Alors, c'est un graphique que j'ai pris sur le site de l'OCDE. Vous pouvez y aller. Vous pourrez voir ce que ça donne, par exemple, sur 2020. Ça risque d'être terrible. Je ne l'ai pas mis ici parce que ça faussait un petit peu mon graphique. Donc cette crise des subprimes, on l'a subie en France et il y a une augmentation du chômage. Mais aux États-Unis, alors c'est le point de départ de la crise des subprimes, eux aussi donc vont subir cette crise. Le chômage était très bas, aux alentours de 4,5%, et puis la crise arrive. Et là, on n'est pas sur une augmentation de, on va dire, 3 points de chômage. On est sur une augmentation de, donc 4,5 pour aller à 10, on est sur une augmentation de 5,5 points de chômage. 4,5 pour aller à 10, c'est ça. Donc vous voyez bien graphiquement, là ça augmente un petit peu, là ça augmente énormément. Donc pourquoi ça augmente énormément? Parce que le mécanisme que je vous ai présenté précédemment, avec cette baisse de l'activité qui va rejaillir sur les licenciements et les rémunérations, eh ben, ce mécanisme, il est amplifié aux États-Unis parce qu'il y a pas ces amortisseurs, ou beaucoup moins, ça dépend aussi des États, il n'y a pas ces amortisseurs sociaux qui font que quand il y a du chômage, on peut continuer à consommer parce qu'il y a des indemnités chômage ou des choses comme ça. Rappelez-vous aussi de mon exemple de la serveuse aux États-Unis. Une serveuse aux États-Unis, enfin ça dépend des États, elle gagne 3 euros de l'heure. Mais c'est sa rémunération horaire, si vous voulez, elle dépend aussi des pourboires qu'elle va avoir. Si le climat et l'activité, si le climat est euphorique, s'il y a une activité qui est bonne aux États-Unis, les gens, quand ils vont au restaurant, ils peuvent verser beaucoup plus de pourboires parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre de l'argent de côté. Mais si le climat n'est pas bon, comme ça a été le cas à partir de 2007, si le climat n'est pas bon, bah, les gens, quand ils vont au restaurant, s'ils vont déjà au restaurant, parce que j'imagine qu'ils vont moins au restaurant, les gens, quand ils vont au restaurant, ils ne versent plus ces pourboires. Et ma salariée à 3 euros de l'heure, au bout du compte, à la fin de la journée ou à la fin de son heure de travail, elle n'aura gagné peut-être que 3 euros de l'heure. D'accord? Donc en plus, elle consommera moins. Donc on voit bien qu'aux États-Unis, le mécanisme est amplifié. Et puis, regardez bien, à partir du moment où l'activité économique a repris, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Alors on en discutera parce que ça ne veut pas forcément dire que la situation est enviable. Mais on voit bien que le taux de chômage chute d'abord très rapidement, et puis qu'il va atteindre, avant la crise du Covid, enfin de la Covid, il va atteindre un taux très très bas, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler pratiquement le taux de chômage incompressible.